14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors on a souvent tendance à opposer la vie et la mort, alors qu'en fait de nombreuses théories mettent à l'opposé la mort et la naissance. Et ça me semble finalement plus juste. D'ailleurs, dans les moments où la mort est très présente, comme durant les guerres par exemple, on observe beaucoup de gens avec une libido qui va être beaucoup plus débordante, comme si faire l'amour éloignait le risque de la mort, à moins que ce ne soit une envie de faire l'amour avant de mourir. De toute façon, lorsqu'on observe le désir d'enfant, on constate souvent qu'il y a dans ce désir un désir de ne pas totalement mourir, puisqu'une partie de nous va survivre dans l'enfant à naître. Nous allons parler de ce sujet particulier avec Jean-Charles Bouchou, qui est mon invité et qui est psychanalyste et qui pourra évoquer cette fameuse dualité entre Eros et Thanatos. Et peut-être qu'en cette période de trouble et mouvementée, redonner un peu plus de place à sa libido serait un excellent anti-anxiolytique. Enfin, non, pas anti-anxiolytique, pardon, un excellent anxiolytique. En tout cas, je vous invite à venir nous raconter quel est votre lien entre le sexe et la finitude. Et pour ça, bien sûr, vous connaissez notre numéro, c'est le 0826 300 300. Bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Brigitte Lahaie, bonjour à tous. Alors c'est un sujet que j'ai eu envie d'aborder, on comprend un peu pourquoi. Mais c'est très d'actualité. Bien sûr, et puis en plus, on va recevoir en deuxième invité Jean-Luc Romero Michel, qui a écrit un livre sur la fin de vie, justement. Et je trouve que on oublie un peu trop dans notre société actuelle à évoquer ce lien justement entre Eros et Thanatos. Bien sûr. Après, il faut arriver à comprendre qu'est-ce que c'est que ce Thanatos. C'est pas le plus facile, parce que de la mort, nous n'en savons rien. Épicure disait, en tout cas, nous n'en saurons jamais rien de notre vivant. Donc on ne peut pas désirer la mort. La pulsion de mort, en fait, la mort, c'est l'aboutissement de la vie. Quand on parle de pulsion de mort en psychanalyse, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire le désir de régresser, de revenir à un état sans tension avant le problème, donc avant la vie. Avant la naissance. Avant la naissance, oui, voilà. Parce que je pense que c'est vraiment important de bien comprendre que naissance et mort vont plus ensemble que vie et mort. C'est ça, en Orient, ce sont deux portes. Oui, exactement. Oui, ce qui s'oppose, effectivement, vous l'avez très, très justement dit, ce qui s'oppose à la mort, c'est la naissance. Et non pas la vie. Alors la pulsion de mort, c'est donc vouloir régresser, et ça nous l'avons beaucoup évoqué quand nous avons parlé des pervers narcissiques par exemple, qui sont dans une pulsion de mort, c'est-à-dire l'interdit de toute tension. Je signale d'ailleurs que vous avez écrit un très bel article, enfin plus ou moins vous avez répondu aux questions de Natacha Le Courtois dans un magazine qui sort là ces jours-ci, qui s'appelle Infinité, et c'est un très très bel article sur les pervers narcissiques. Voilà, un très beau dossier sur les pervers narcissiques, de prédilection. Écrit par Natacha Le Courtois, qui a vraiment mis beaucoup de cœur à l'ouvrage et qui paraît donc cette semaine dans la revue Infinité. Voilà, donc si vous avez envie d'en comprendre, mais bon, c'est pas notre sujet du jour. C'est pas notre sujet du jour. Parce que ça n'a rien à voir évidemment avec cette. Et alors, moi, j'ai eu envie d'aborder ce sujet parce qu'on sait que pendant les périodes de guerre, de conflit, il y a une sorte comme ça de pulsion sexuelle chez beaucoup de gens. Oui, et même lors d'enterrement ou de moments comme ça. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand on enterre quelqu'un en France, on fait souvent un grand repas. C'est-à-dire qu'on compense par une pulsion de vie. Et dans les moments de guerre, j'imagine, parce que je n'ai pas vraiment connu de moment de guerre, il y a cette pulsion qui s'impose, qui est une pulsion sexuelle, qui est à mettre tout entier du côté des roses. Donc la continuité de la vie, la pulsion de vie. Il se peut qu'il y ait autre chose aussi, et vous l'avez parfaitement évoqué en parlant d'anxiolytique, c'est que dans l'acte sexuel, il y a une décharge. Et c'est une décharge de tension intérieure. Donc bien évidemment, l'état de guerre nous met sous tension, et il se pourrait que la sexualité nous permette de décharger de la tension. Alors moi, je vais élargir encore plus le sujet du jour. C'est qu'on l'a vu par exemple pendant la Covid, où il y avait ce virus qui semblait-il pouvait nous faire mourir. Oui. On a vu énormément d'anxiété augmenter. C'est terrible. Et comme en plus, si on n'était pas en couple, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas rencontrer, donc on ne pouvait pas décharger, si je puis dire, grâce à la sexualité. Oui. Et c'est intéressant de voir le message qui avait été colporté à l'époque de la part du gouvernement et des instances médicales, c'est si vous ne voulez pas être en danger de mort, restez chez vous, c'est-à-dire absent de la vie. Et effectivement, si on y réfléchit, si je suis en vie, je suis mortel. Mais si je reste chez moi, si je ne bouge pas, je ne suis pas vraiment en vie, et là, je ne risque rien.
Mais je risque déjà pas d'être vivant. Sauf que je ne vis plus, exactement. Voilà, c'est ça. Et certains ont transgressé, hein, j'en ai été de cela, ça m'a coûté cher d'ailleurs. Oui, bien sûr. Non, mais... J'allais me promener, j'étais en vie, je rencontrais du monde, merde. C'est-à-dire qu'au nom de la sécurité, finalement, on perd sa liberté de vivre. Oui. Moi, je trouve l'équation juste. Hein. Si je suis en vie, alors je suis mortel. Mais si je m'échappe de la vie... Et est-ce que c'est pas déjà ce que nous faisons avec les ordinateurs, la télévision, les téléphones portables ? Quand je suis sur mon téléphone portable, est-ce que je suis vraiment en vie ? C'est une question. En tout cas, on n'est pas en lien. Non. Au sens charnel du terme. Voilà. Hein. Nos corps, il n'y a rien qui circule au niveau du corps. Hein. Bien sûr, on n'est pas dans l'échange, on n'est pas dans l'accueil, on n'est pas dans la rencontre, dans la vraie rencontre, j'entends. Parce que j'entendais tout à l'heure une publicité pour un groupe de parole sur Facebook. Mais sur Facebook, vous trouverez tout ce que vous voulez, sauf des groupes de parole, puisqu'on n'y parle pas. Alors je crois que ça c'est vraiment une notion qui est importante à comprendre. Ce qui nous maintient en vie, c'est pas uniquement notre tête, c'est notre corps. Oui, bien sûr. Et je pense que, alors moi par exemple, j'entends parfois, j'ai des discussions comme ça avec des gens qui parlent de la sexualité virtuelle, qui bientôt va être encore plus. Bon, alors on a déjà des jouets connectés, etc. Et il paraît que bientôt on aura des robots qui pourront pratiquement remplacer l'homme ou la femme. Nous ne servirons etc. plus à rien et nous serons donc immortels. Parce qu'en plus, c'est le fantasme de beaucoup, l'immortalité. Hein. C'est vrai, oui. Je ne me rappelle plus, il y a un nom pour ça. Et oui, mais pour ne pas être, encore une fois, pour ne pas être mortel, il ne faut pas être vivant. Et effectivement, si je fais tout faire par des robots, c'est déjà le cas, hein. On travaille de moins en moins. J'ai vu que dans les supermarchés, maintenant, il y a une machine qui nettoie le supermarché. Donc, c'est plus des humains qui font ça. J'ai voulu acheter un ticket de cinéma l'autre jour. Impossible de trouver un être humain. Il a fallu que j'aille à une machine. Vous voyez, les ordinateurs remplacent nos cerveaux. Bien. Oui, et on voit que ça n'empêche pas que le monde actuellement est terriblement anxiogène pour beaucoup de gens, et à juste titre d'ailleurs. D'autant plus, c'est que nous n'avons plus d'endroit pour décharger de nos pulsions. Nous n'avons plus ces endroits, la discussion avec la personne dans le magasin, ça n'existe plus. La discussion avec la personne à l'entrée du cinéma qui va vous conseiller un film qu'elle a eu la chance de pouvoir voir, ça n'existe plus. Alors, nous sommes en train de nous renfermer, nous enterrer. Eh bien, nous, on va essayer pendant ces 2 heures d'aborder ce sujet. Alors, évidemment, comme je le dis souvent, dire qu'on n'a pas peur de la mort, c'est totalement ridicule, parce que de toute façon, c'est l'inconnu. C'est naturel d'avoir peur de la mort, c'est normal. Comme c'est l'inconnu, on a forcément peur de l'inconnu. Enfin, je veux dire, bien sûr. Moi, c'est Krishnamurti qui m'a fait découvrir ça. Ouais, que la peur de la mort était normale. Oui, bien sûr. Oui. Et je pense que c'est vraiment important. Quelqu'un qui nous dit moi, j'ai pas peur de la mort, c'est quelqu'un qui est dans le déni. C'est quelqu'un qui est inconscient de la réalité. Qui au fond, raconte des histoires, même si on peut s'inventer des tas de choses, qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a le paradis. De toute façon, nous aurons peur parce que nous avons peur de l'inconnu et nous ne savons pas ce qui va se passer. Personne ne le sait, en fait. Certains le croient, mais même les croyants affichent une croyance, mais est-ce qu'ils en sont vraiment convaincus à l'intérieur ? Il n'empêche qu'au moment de la mort, beaucoup ont peur. Exactement, donc c'est pour ça que c'est important. Et alors, moi j'ai trouvé que c'était aussi important pour introduire ce sujet un peu particulier, Jean-Charles Bouchoux, c'est de rappeler qu'on parle de la petite mort quand on a un orgasme. C'est intéressant quand même. Oui, parce qu'il peut y avoir aussi une petite tristesse, mais ça c'est plutôt les hommes. Hein. C'est chez les hommes, effectivement, après la décharge, on a un manque d'énergie, et souvent on s'endort d'ailleurs. Oui, une sorte de vide comme ça. Il y a un moment d'endormissement qui se produit tout de suite après, comme pour échapper à la réalité, j'en sais pas, ou pour récupérer des forces. Et alors, j'aime bien aussi cette notion d'élan vital qui est en nous, qui est en chacun de nous, et qui parfois est très endormi, si je puis dire, parce qu'il n'est jamais complètement éteint. Et on voit bien que chez les gens qui ont une sexualité plutôt riche, il y a cet élan vital. Et on revient encore une fois à cette notion d'énergie positive. Oui, mais moi, par contre, j'ai remarqué que quand j'étais dans une période de création, j'avais moins de désir sexuel. Parce que mon énergie, ma libido, est utilisée dans l'acte de création. Et à ce moment-là, j'ai même un peu envie de la garder jalousement, mon énergie. Je la partage pas.
Le temps de l'écriture, et puis ensuite ça revient. Hein. Ça fait penser à la théorie qui, pour l'instant, n'a pas une réponse scientifique absolue. Est-ce que la veille d'un match, faut pas faire l'amour pour garder son énergie, ou est-ce que c'est pas grave Il faut peut-être un juste milieu. Hein. Peut-être qu'il faut avoir une activité sexuelle suffisante pour se sentir bien. Ne pas être épuisé. Ne pas avoir tout donné la veille du match. Oui, ça doit être. Dans le Tao, il conseille pour les hommes. Je parle des hommes parce que je sais pas comment ça se passe chez les femmes. Il conseille une activité sexuelle abondante, mais qui n'aboutit pas, ou qui aboutit rarement. Donc sans éjaculation. Sans éjaculation. D'accord. Ou très peu. Hein. Puis ça dépend des âges et ça dépend des saisons. Puis ça dépend peut-être du sport. Qu'on veut pratiquer ensuite, oui, bien sûr. Je ne sais pas. Bon, oui, parce qu'on dit quand même qu'un homme qui a beaucoup fait l'amour, le lendemain matin, il a la jambe un peu coupée. Oui, le soir même. Oui, le soir même. C'est pour ça qu'il s'endort. Tout de suite après. Sans doute. Bon, en tout cas, on va essayer d'aborder ce sujet, évidemment, avec beaucoup de relativité, hein, bien sûr, parce que je crois que ce sont des sujets où personne ne peut avoir une vraie réponse, puisque personne n'est revenu. De l'autre côté, non, je crois pas. Non. Moi, j'ai eu un petit aperçu dans la jungle, parce que là-bas, on vous prépare des décoctions à base de lianes, appelées lianes de la mort, qui fait voir un petit peu ce qui se passe ensuite. C'est vrai que nous ne devrions pas être aussi inquiets, mais il n'empêche que ça reste naturel d'avoir peur de la mort. Vous pouvez en tout cas réagir vous aussi au 0826 300 300. On est avec Jean-Charles Bouchou, psychanalyste, psychothérapeute et auteur de nombreux livres. Le dernier, Les violences invisibles, aux éditions Le Courrier du Livre. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Jean-Charles Bouchou que nous parlons du sexe et de la mort, de grands thèmes qui sont inépuisables, hein, Jean-Charles Bouchou. Oui, on en avait déjà parlé, on en parlera certainement encore. Ouais. Évidemment. Et on commence avec Laetitia qui est avec nous. Bonjour Laetitia, merci de prendre la parole. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Laetitia. On vous écoute, allez-y. Voilà, moi il y a eu une appréhension de la mort au moment de l'annonce de mon cancer. Cancer du sein que j'ai eu il y a une dizaine d'années. Et je dois dire que ça a pas mal impacté ma vie. Surtout l'annonce, quoi. Hein. L'annonce, on part dans un tourbillon où on se dit, quand est-ce que mon heure va arriver, quoi. C'est assez déstabilisant. Oui, parce que c'est une prise de conscience directe de sa mortalité que quelque part, on a tous toujours tendance un petit peu à oublier, et c'est normal. Hein. Oui, et comment est-ce que ça va impacter votre vie, en positif ou en négatif ? Alors, au départ en négatif, et à l'heure d'aujourd'hui en positif. Je croque la vie, quoi. C'est ça, vous êtes tourné vers la vie. C'est un petit peu ce que nous disions tout à l'heure au sujet des guerres. Hein. Quand on est confronté à la mort, on est pris par une pulsion de vie. Et en plus, je crois que c'est thérapeutique. Je pense que, pour moi, c'est un mal pour un bien. Oui. Ça nous permet de s'arrêter sur des choses où on voit la vie défiler tout le temps. On est toujours dans le speed, on fait tout à 200 à l'heure. Et la maladie nous rappelle que il faut prendre le temps de vivre, de faire et de vivre, de voir les choses. Voilà, moi je trouve la vie beaucoup plus colorée. C'est impressionnant, quoi. J'ai eu un changement radical, on va dire. Bon, et puis vous êtes guéri aujourd'hui ? Oui, c'est terminé. Oui, et puis 10 ans, vous pouvez a priori être tranquille, même si malheureusement, à un moment ou à un autre, elle arrivera à la faucheuse, mais au moins, c'est pas votre cancer qui vous a eu, comme on dit. Et dans votre vie amoureuse, ça a eu un impact positif ? Ça a eu un gros impact négatif, on va dire. Oui. Il y a quasiment plus de relations sexuelles. Mais de votre fait ou de votre partenaire ? Du partenaire. Oui, c'est ça. Il a peur de vous faire du mal, peut-être ? On n'arrive pas à mettre de mots dessus. D'accord. On ne comprend pas, C'est très, très compliqué. Il a eu peur, j'imagine qu'il a eu peur de vous perdre quand vous y allez. Je pense qu'il y a eu la peur. Il y a eu aussi la perte de la féminité avec les cheveux. Ça, c'est d'une violence, je crois que c'est pire que tout, quoi. La perte des cheveux.
Oui, mais comment réagissait-il quand il vous voyait justement avec votre crâne? Normalement, alors je pense que elle a fait bonne figure parce que il m'a épaulé tout au long de la maladie, mais je pense que ça a été quelque chose qu'il a gardé. Mais il a peut-être un petit fond dépressif qu'il n'a pas réussi à dépasser. Oui. Il faudrait peut-être voir ça, parce que visiblement, il vous a accompagné, il a été là, présent. Donc si sa libido est partie depuis ce moment-là, il y a peut-être quelque chose qui traîne là, non? Oui, c'est comme si c'est comme si ça avait réveillé un traumatisme déjà préexistant. C'est exact, ouais. C'est tout à fait ça. Et la seule chose, c'est qu'on a vu une sexologue, on a vu une psychologue, on a fait une thérapie de couple. Il n'y a rien qui fonctionne. Mais c'est pas le couple qui est un problème, là, visiblement, c'est lui. Hein. Ouais, mais on a essayé d'explorer tout ce qu'on pouvait explorer. Il a fait comment ça s'appelle, une sorte sous hypnose. De l'EMDR. Du MDR, voilà. Ouais. Il fait de la résistance. Il faudrait qu'il essaye. Ah, il fait de la résistance. Ouais. Mais dans sa vie d'avant, oui, c'est ça. vous connaissez un petit peu une perte qu'il aurait pu avoir d'un parent, Non. Parce que le traumatisme s'installe généralement sur une répétition. Un après-coup, oui. Ouais, et sur une répétition, les traumatismes complexes. Donc, il doit y avoir un événement dans son histoire et vraisemblablement dans son enfance qui a été réveillé. Votre cancer a réactivé quelque chose qu'en tant qu'enfant, il n'a pas pu assimiler. Et c'est ce qui fait que ça traîne, parce que c'est pas normal que là vous avez retrouvé vos cheveux, vous avez retrouvé visiblement un bel élan vital, donc il n'y a pas de raison que ça puisse pas fonctionner pour lui. Si ce n'est... Ouais, le lâcher prise, on l'a quand on part en voyage. Ah. Là, on arrive un petit peu, mais c'est... Partez faire le tour du monde. C'est de faire. Voilà. Mais vous savez, j'ai entendu une histoire d'un monsieur qui avait un cancer et comme c'était trop avancé, les médecins lui ont dit on peut plus rien faire à ce niveau-là. Et la personne a dit il lui restait 3 ou 6 mois à vivre. Il a dit puisque c'est ça, je pars faire le tour du monde et puis je mourrai certainement au cours de mon voyage. Et puis il a fait son tour du monde. Quand il est revenu, il était étonné d'être toujours en vie. Il est allé faire des examens et on ne lui a plus rien trouvé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il s'est tourné vers la vie, sa maladie a régressé. Son système immunitaire a détruit les cellules cancéreuses. De toute façon, le cancer est une maladie très particulière et on en a parlé lundi et c'est vrai que c'est une maladie très particulière. Non mais sincèrement, je pense que votre mari, il faudrait trouver qu'est-ce qui s'est passé qui fait que quand vous avez eu votre cancer, ça a redéclenché ce traumatisme. Parce que là, dans ce que vous dites, je pense qu'il y a un petit fond comme ça dépressif qui coupe la libido. Il a peur, il ne s'en rend pas compte, mais il a peur de quelque chose. Oui, parce que c'est inconscient. Hein. Oui, c'est inconscient. C'est vraiment inconscient. Il est incapable de mettre de mots dessus. Vous avez encore... ses parents sont encore en vie? Sa maman. Questionnez-la. Elle a Alzheimer. Ah, c'est embêtant, oui. Ouais. Puis c'est plus au monsieur de questionner, je pense, de trouver des solutions. Oui, bien sûr, mais enfin... Parce que si madame comprend, chez lui, ça va rien résoudre du tout. Non, d'accord, mais elle pourra peut-être lui mettre sur la piste. Oui. Parce que lui, il n'a pas l'air de vouloir trop avancer, si? C'est pas qu'il ne veut pas, c'est que là, on a essayé plein de choses, et puis au bout d'un moment, ça fait quoi? Ça fait 7-8 ans qu'on... Oui. Donc, alors, c'est toujours la même histoire, Laetitia. C'est que peut-être, de manière tout à fait inconsciente, ce serait tellement douloureux de trouver la raison qui fait que ça bloque, qu'il préfère ne pas trouver. Enfin, je veux dire, là, je suis en train de dire quelque chose de très rationnel sur de l'irrationnel. Mais... Oui, bien sûr. Oui. Écoutez, en tout cas, vous, visiblement, ça vous a apporté quelque chose, mais c'est un peu triste pour votre couple, quand même. C'est ça, c'est un peu triste. J'essaye de booster, mais voilà. Moi, je pense qu'il faut arrêter d'essayer de le booster, parce que c'est son histoire, et je pense qu'au contraire... laissez-le peut-être un peu plus tranquille, prenez-vous la vie du bon côté, et peut-être qu'à ce moment-là, il va avoir envie de bouger, mais je pense que c'est
il est peut-être temps de le laisser un petit peu se débrouiller. Peut-être. Mais encore une fois, c'est vous qui voyez, bien sûr. Oui. Merci en tout cas, Parfait. Laetitia. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. On fait une petite pause, Jean-Charles Bouchou, et on continue dans un instant avec Annick qui nous rejoint. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Jean-Charles Bouchou, aujourd'hui psychanalyste, psychothérapeute. Je rappelle que vous exercez à Montpellier, hein, Oui. mais qu'on peut évidemment aussi vous appeler. Vous pouvez aussi faire des consultations par téléphone. Oui, Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec le confinement. Et c'est drôle parce que vous m'auriez posé la question il y a 3 ou 4 ans. J'aurais dit non, c'est pas possible. Et en fait, on fait un très très bon travail par téléphone. Oui, bien sûr. Regardez le travail qu'on fait à la radio. Voilà, mais c'est excellent. Puis moi, ça me permet de recevoir des personnes qui sont à l'étranger, par exemple, ou même aux 4 coins de la France. Et bien sûr. Et puis c'est Annick qui nous rejoint. Bonjour Annick. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Annick. Bonjour, merci de m'accueillir sur l'antenne. Sur cette thématique qui a résonné en moi. Après, vous me direz si ça peut effectivement avoir être dans le sujet. En fait, ça a éveillé quelque chose chez moi, ce lien entre la sexualité, la vie et la mort. Moi, je suis en couple avec mon mari depuis 23 ans. Et en fait, dès le départ de notre relation, rapidement, avant même nos premières relations sexuelles, justement, j'ai appris qu'il avait perdu un de ses oncles qui était mort du sida. Il était homosexuel, il est mort du sida, et forcément, ça devait être 3 ans avant notre rencontre. Un raz-de-marée dans la famille, mais du coup, j'ai toujours un peu, au départ, ça a beaucoup freiné en fait le démarrage de notre relation charnelle. On a mis plusieurs mois, je pense, à avoir les premiers rapports. Il y avait toujours quelque chose, soit il n'était pas en forme, soit d'autres raisons qui faisaient que ça ne fonctionnait pas ou que c'était pas le moment. Donc ça, c'était un peu au début. Après, ça a pris un chemin normal. Donc il était très marqué par la mort de son oncle. Mais je pense que c'était le frère de sa maman, et assez rapidement, il voulait se protéger, des rapports, ce qui était normal. Il avait peur lui-même d'attraper le sida. Voilà. Oui, c'est ça. D'accord. Oui, ouais. Ça c'est vrai que en pleine épidémie du sida, il y a eu un frein pour beaucoup, pas pour tous, mais il y a beaucoup de gens qui mais j'imagine que vous avez fait des prises de sang et que très rapidement vous avez été rassuré. Exactement. Oui, c'est vrai, ça paraît tellement loin que à l'époque on avait fait ça. Donc oui, exactement, ça l'avait rassuré, mais je pense qu'il y a autour de ça une notion de blocage du plaisir et de... Voilà, comme si c'était quelque chose, pas de mauvais, mais presque, mais pour autant le reste, après ça s'est poursuivi de façon plutôt normale, équilibrée. On a eu un petit garçon, mais il y a eu beaucoup de conflits également dans le couple, donc je pense qu'on peut assez vite rapprocher la mort, les douleurs du couple à la qualité de la vie sexuelle, puisque à des moments c'était plutôt on se tournait le dos plutôt que d'avoir envie de se prendre dans les bras. Ceci dit, le désir n'est jamais parti, mais je trouve que aujourd'hui, il a du mal. Il a à nouveau des blocages, c'est-à-dire que il a plus l'érection, et pour autant il va avoir le désir entre nous très fort pour se stimuler. Ça me semble l'essentiel pour la durée d'un couple, et c'est hyper présent, sauf qu'au moment de l'acte, il n'y a plus rien, et lui-même est complètement perturbé par ça, et j'ai du mal du coup, maintenant, j'ai peur d'aller vers lui ou de commencer une démarche, et puis à la fin... pour le mettre en échec. Mais bon, cette difficulté érectile, il faut déjà voir si elle est d'ordre fonctionnel ou psychologique. Oui, il faut consulter donc. Donc, parce que là, il a quel âge là aujourd'hui, votre... Et 47.
47, c'est tôt quand même, mais on ne sait jamais s'il a un début de diabète ou un problème artériel. Enfin, il y a, au contraire même, je le rappelle souvent à l'antenne, c'est important. Le premier indice parfois de problème cardiaque peut être des pannes érectiles. Hein, donc, Ah ouais, non mais c'est ça. Et du coup, c'est vrai qu'après... je n'ai pas dit que c'était ça. Hein. Non, mais ça me semble des petits éléments indicateurs qu'il ne faut pas négliger et que derrière, on arrive... Parce que là, vous dites bien qu'il a du désir, donc il n'y a pas de raison, à moins qu'il y ait quelque chose qui se soit passé dans votre couple qui soit... non, je pense que... alors non, mais vous avez l'air d'être suffisamment à l'écoute de votre compagnon, donc je pense que là, vraiment, ça nécessite un examen auprès d'un médecin, déjà, de faire un Doppler pour voir ce qu'il en est. Parce que si ça se trouve, il y a quelque chose à régler sur le plan médical. Ou peut-être, comme nous le disions tout à l'heure, quelque chose dans l'inconscient qui reste à trouver. Hein. Oui, c'est ça. Et je pense que... Non, mais vraiment, je me pose la question. Alors, c'est vrai que j'ai du mal à avancer le sujet... mais oui, exclure peut-être déjà la raison physique et de santé pour ensuite aller chercher plus... oui, si sur le plan médical il n'y a rien, à ce moment-là, oui, il y aura peut-être une question. Mais bon, vous savez, 47 ans, il approche de la cinquantaine, pour peu que son travail soit plus tout à fait machin. Enfin, il y a plein de questions qui peuvent aussi se poser. Hein. Et vous avez fait un lien avec le fait que vous vous soyez disputé à une période de votre existence. Ah oui, parce qu'il y a quand même eu pas mal de coupures et on arrivait toujours à recréer quand même cette attirance charnelle, donc d'être bien l'un avec l'autre. Et maintenant vous ne vous disputez plus ? Oh bah si, bien sûr. Non, parce que comme la dame précédente qui disait il faut que nous voyageons pour qu'il ait une érection, peut-être qu'il faut que vous disputiez pour qu'il y ait une érection. Parce que nous avons commencé l'émission en disant qu'en temps de guerre, on avait plus de désirs sexuels. Eh bien, une dispute à la maison, c'est une guerre. Et les réconciliations sur l'oreiller, ça peut être magnifique. Mais tout à fait. Non, mais c'est pour ça que c'est toute la... Oui, bien sûr. Mais... Oui, je pense qu'il y a eu dans son esprit à un moment donné quelque chose, je sais pas, qui s'est joué de l'ordre de l'inconscient ou d'une forme de peut-être d'échec. Et en même temps aussi, c'est quand même souvent lui qui fait la démarche de venir vers moi aussi. Donc et ça se fait naturellement. Mais alors c'est frustrant quand ça va pas jusqu'au bout et pour lui aussi, et c'est un peu tabou dans le sens où on n'arrive pas vraiment... Oui, il faut pas laisser ça s'installer parce que ça crée ensuite un évitement sexuel. Après on peut avoir des relations sexuelles sans érection. Hein. C'est sûr, mais il faut que ce soit d'un commun accord et que ce soit discuté à deux. Hein. Il ne faut pas que la panne d'érection soit un coup près qui arrête toute activité. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. On peut se faire plaisir autrement, on peut se faire des massages. Enfin bon. Ouais. Non, mais c'est sûr que oui, tout à fait. Mais il en dit quelque chose, lui, de ces pannes? Il est un peu tout penaud. Enfin, et derrière, non, on n'en parle pas. On n'en reparle pas directement. Soit ça arrive trop vite et ça repart, soit du coup autant on a pu consulter des thérapeutes pour l'aspect psychologique et relationnel de notre couple, mais pas tellement sur la partie sexuelle. Je pense que ça pourrait être quand même peut-être... c'est important, oui, c'est important parce que vous êtes jeune, vous n'allez pas faire l'impasse de la sexualité, donc il faut mettre des mots sur les mots justement de ces pannes d'érection. Non, je crois que c'est important. Mais comme vous appelez, vous avez parlé d'abord de cet oncle qui est mort du sida, vous pensez qu'il pourrait y avoir un lien entre les deux ou pas? Mais je pense que je pense qu'il y a quelque chose qui le... Il avait quel âge quand il est mort, cet oncle? Il avait l'âge qu'il a maintenant. Enfin non, c'est-à-dire son oncle est mort à 47 ans, mais sinon ça n'a rien à voir quand même. Si, justement.
Si, Ouais, vous voyez, non, c'est vrai. parce que comme vous avez l'air de faire le lien, c'est peut-être parce qu'il a l'âge de la mort de son oncle et qu'il a été... Pour peu qu'il ait vu cet oncle, parce qu'on sait qu'à l'époque, les gens qui mouraient du sida, on les voyait dans des états de cadavériques. Et donc, ça peut être... enfin, je veux dire, ça peut être une sorte de culpabilité de la mort de cet oncle qui fait que ça lui coupe tout, quoi. Enfin, c'est une piste. Mais moi, je comme ça, à l'instant, je ferais ça. Mais vous voyez, j'en ai chair de poule en vous parlant parce que j'avais pas réalisé que c'était l'âge. Il a l'âge de son oncle lorsqu'il est mort. Et ben voilà, donc vous avez quand même une piste là qui me paraît nécessaire à élaborer. Et peut-être que lui n'a pas fait le lien. Hein. Non, mais pas du tout. Je pense qu'il n'est pas peut-être dans cette d'aller jusque là, mais. Oui, je pense que ça mérite de mettre en avant le sujet et puis d'explorer davantage pour nous permettre de vivre, continuer à vivre pleinement notre sexualité entre deux conflits. Oui, mais les conflits, ça, je crois que vous en avez fait votre pain blanc, si je puis dire, donc ça, c'est pas grave. Mais non, mais écoutez, en tout cas, ça peut être. Enfin, on sait qu'il y a une sorte de transgénérationnel parfois qui existe dans la vie de chacun. Hein. Oui, en même temps, on parle de l'oncle. Hein. Et puis, quand Annick l'avait évoqué au départ, c'était par rapport aux relations du début. Oui, alors moi, ce que je m'étais dit, c'est que quelquefois, quand on est très amoureux d'une personne, elle peut nous impressionner et quelquefois, au début, on n'est pas forcément très à l'aise. Et c'est peut-être pour ça qu'il avait retardé vos premiers rapports. Ouais. Hein? Bon, en tout cas, mais c'était mais après c'est redevenu normal, même si c'est pas un foudre, enfin peut-être pas un foudre de gamme, dans le sens où par rapport à d'autres hommes, je pense qu'il n'est pas si demandeur que ça. Bon, écoutez, en tout cas, Annick, allez chercher la réponse parce que je pense qu'il faut il faut que votre couple retrouve une sexualité. C'est tellement essentiel. Surtout si vous avez tendance à avoir des petits conflits régulièrement, c'est d'autant plus important que la sexualité efface ces petits conflits qui sont là. Non, ouais. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous, Annick. Conseils. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Annick. On continue avec Pierre qui va répondre à 3 questions intimes. Bonjour Pierre. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Pierre. Vous êtes prêts ? On y va ? Oui. Alors, première question. Si vous étiez un animal, quel animal aimeriez-vous être sexuellement ? Je m'attendais pas à ça. Mais non, mais j'aime bien cette question parce qu'elle laisse complètement ouvert l'imaginaire. Allez-y, dites-moi. Premier animal. Un inséparable. Ah, très beau ça. Oui, seriez-vous un adepte de la fusion ? Oui, totalement. N'est-ce pas Deuxième question. Tiens, justement, puisqu'on vient d'en parler, si vous aviez une panne d'érection, comment vous réagisseriez-vous ? Avec humour ou avec panique ? Beaucoup d'humour. Oui. J'en suis pas ma première et je sais que ce sera pas la dernière. Bon, écoutez. C'est important de transmettre ce message aux femmes qui écoutent. Dédramatisez, s'il vous plaît, dédramatisez, parce que quand on dramatise, on accroît le problème. Ça, c'est totalement vrai. C'est Après, vrai, c'est vrai que quand on est fatigué ou quoi, il peut y avoir plein de facteurs qui font qu'on a une panne. Je m'embarrasse plus avec ça, moi. Oui, non, mais en plus, vous avez tellement raison. Une petite panne de temps en temps, c'est franchement pas grave. Et c'est parce qu'on va dramatiser que la panne va rester. Et que la fois d'après, il y a à nouveau une panne, etc., etc. Et dernière question, est-ce que vous fantasmeriez sur un trio ? Oui, carrément. Ouais. Alors c'est un truc on s'est posé pas mal de temps avec ma femme pour le faire. Elle l'a déjà vécu plusieurs fois. C'était encore en question, je dirais, il y a même pas 6 mois. Et puis là, on s'est consacré un peu plus à nous deux. Mais c'est pas du tout exclu que ça se fasse. N'est-ce pas ? Voilà. Bon, il faudra venir nous raconter ça. Je vous laisse avec pour l'instant poser une question à Jean-Charles Bouchou, il vous écoute. Alors moi j'aurais une question du coup sur la mort et sur votre parcours. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être confronté à des expériences de mort imminente ou des expériences que des patients vous auraient racontées ? Non. Je n'ai aucun patient qui m'a raconté d'expérience de mort imminente. Moi, la seule approche que j'ai pu en avoir, je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, c'est que j'étais dans la jungle en Amazonie. Et qu'en Amazonie, on m'a donné des décoctions de plantes
appelées lianes de la mort, qui nous font entrer dans des états proches, semble-t-il, il me semble, de ce que pourrait être justement une mort imminente. Et j'en discutais justement, nous l'avons évoqué tout à l'heure avec Natacha Lecourtois qui a écrit un article sur la mort imminente dans le journal Infinité, et elle me décrivait comment ça se passait. J'ai trouvé beaucoup de similitudes avec les visions que j'ai pu avoir dans la jungle. Donc, je suis tenté de vous répondre oui. D'accord, ok. Ouais. Je vais du coup rechercher cet article parce que ça m'intéresse. Ah, eh bien, c'est l'Infinité du magazine Infinité qui sort en ce moment. Merci Pierre, merci beaucoup. Avec plaisir. On va faire une petite pause et puis on revient sur ce sujet avec Jean-Charles Bouchou qui est avec nous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous, psychothérapeute, et nous évoquons la vie, l'amour, la mort, le sexe, tout ce qui fait finalement qu'on est en vie, évidemment. Bonjour Marjorie. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Marjorie. Oui, voilà. Alors moi je vous appelle parce que le sujet de l'émission, je le trouve très intéressant. Moi, j'ai pas forcément vécu de mort imminente ou de deuil. Enfin, j'ai vécu des deuils, mais il y a tellement longtemps quand j'étais jeune, donc j'avais pas encore de sexualité. Par contre, j'ai vécu une dépression. Oui. Ah oui. Qui pendant la période de dépression, vraiment le gros où j'avais des grosses angoisses et tout, je dormais plus, c'était vraiment infernal. Donc là, j'avais plus aucune libido, ce qui pour moi est assez rare. Et vraiment pendant 2 mois, j'ai pas pensé une demi-seconde. Et ensuite, quand je me suis sentie mieux, un peu mieux, doucement, parce que ça va pas d'un coup super bien. Là, je me suis dit, c'est peut-être le moment de recommencer, ça va me faire du bien, en fait. Et vous avez eu une dépression qui a duré combien de temps ? Elle n'a pas duré longtemps, visiblement. Non, enfin, si. Après, ça a duré. C'est-à-dire que le moment où on se sent vraiment... moi, je me suis sentie, j'ai l'impression que... je sais pas comment expliquer ça, mais il fallait que je m'en sorte, sinon j'allais devenir folle. Donc ça a duré 2-3 mois où vraiment c'était l'enfer. Et après, au fur et à mesure, ça s'est amélioré lentement. Mais le moment où ça s'est amélioré lentement, quand j'ai recommencé à avoir de la sexualité, j'étais pas totalement bien. Mais ça allait mieux et ça m'a aidée. Et ça vous a permis de rebondir. Parce que quand même, quand vous dites j'avais l'impression que j'allais devenir folle, c'est pas trop des indices non plus de vraie dépression, hein. Ouais, mais puis il faut se dire que parfois on peut avoir besoin de régresser, et c'est ce que vous avez fait, parce que c'est vrai que 3 mois c'est pas très long, et ça peut être une nécessité dans la vie. Voilà, je tombe à 0 et j'y reste pendant 3 mois. Et ensuite vous en êtes sorti et vous le dites vous-même, vous vous êtes tourné vers la vie. Alors ça a pris la forme de la sexualité, ça aurait pu prendre une autre forme, mais ça en a peut-être même pris d'autres. Et à ce moment-là, lentement, vous êtes sorti de cette dépression. Mais je me demande si une fois de temps en temps, on n'a pas besoin d'une bonne dépression, quoi. Oui, en tout cas, je pense que c'est pas la dépression telle qu'on l'entend, où il faut des années pour... Ouais. Non, je pense qu'il y a eu une sorte comme ça de décompensation qui... Est-ce qu'il y avait une série d'événements qui vous ont amené à ça ? Moi, c'est une rupture qui m'a... Ouais. Enfin, pas une rupture, c'est pas la rupture, en fait. C'est une relation qui était une mauvaise relation. Je me suis séparée et il y a eu, la personne avec qui j'étais directement s'est remis avec quelqu'un d'autre et ça m'a dévastée. Ouais. Et mais après, oui, c'est un chagrin d'amour, ça. Ouais, mais il y a eu un gros, pendant 3 mois, j'étais vraiment méconnaissable et après, il a fallu des années avant que ça revienne. Quelque chose d'un peu normal, quoi. Mais comme je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, c'est souvent un traumatisme, c'est la répétition de plusieurs scènes. Et souvent, une scène que nous vivons qui nous entraîne, par exemple, dans une dépression, c'est qu'elle vient confirmer quelque chose d'antérieur. Et moi, en psychanalyse, je serais tenté, avec vous, d'aller chercher l'origine du traumatisme. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance qui, à un moment donné, où il y a eu comme une rupture, si vous voulez, où vous avez peut-être été... Une autre a été préférée à vous. Est-ce que vous avez une petite sœur, par exemple ?
Oui, après j'ai cherché de ce côté-là, je travaille dessus. Ouais. Oui, j'ai une petite sœur et en plus à ce moment-là, ma sœur a accouché, donc je pense qu'il y a des liens aussi qui se font par rapport à ça, quoi. Vous avez eu des enfants, vous? Non. Voilà. Mais votre sœur a accouché au moment où vous quittez cet homme, c'est ça? Où il vous quitte, pardon? Exactement. D'accord. C'est-à-dire au moment où moi j'ai commencé, où il a rencontré cette autre femme, ma sœur a accouché 4 jours après. Oui. Et elle, à quel âge vous aviez quand vous avez votre petite sœur qui vient au monde? 3 ans et demi. Ah bah oui, on est en plein âge. Oui. Là, c'est vraiment le sentiment tout d'un coup que vous êtes abandonné par votre mère qui s'occupe de quelqu'un d'autre, en fait. Et qui est en lien avec une naissance. Et qui est en lien avec une naissance. Et là, dans votre histoire, on entend la rupture, on entend la naissance qui arrive en même temps, et on entend l'autre qui est préféré, qui semble préféré, enfin qui est préféré à vous. Donc vous voyez, ça a été une sorte de choc comme ça, un petit peu frontal, d'événements qui se réinscrivent, si je puis dire, dans votre inconscient. Et puis vous avez été pendant 3 mois pas très bien, c'est sûr, mais je pense quand même qu'il y a chez vous une force vitale qui est bien, qui est bonne. Oui, je pense. Après, c'est vrai que moi, en tout cas, par rapport à la force vitale, si la force vitale est liée à la sexualité, je pense que j'ai une bonne force vitale. C'est certain. Après, moi, je pense aussi que la sexualité peut vraiment aider dans certains cas pour des petites choses, des petits trucs du quotidien qui n'ont pas forcément grand intérêt. À une époque, j'avais une relation avec mon copain. On était... C'était tacite, on l'avait pas dit, mais en gros, on rentrait de nos boulots et au lieu de discuter de notre journée qui avait été nulle ou je ne sais quoi, directement on faisait l'amour, sans se parler. Oui. Et après, c'était beaucoup mieux en fait. Et j'avais trouvé ça génial. Au final, parce que même si on avait eu des soucis, le fait d'avoir fait l'amour avant faisait qu'on était de bonne humeur et qu'au final, nos soucis, et on passait une super soirée. Mais si on a la chance d'aimer faire l'amour et si on a la chance d'avoir du plaisir quand on fait l'amour, parce qu'il y a des personnes qui malheureusement sont bloquées par rapport à la sexualité, mais évidemment que la sexualité c'est un très très bon remède. Ouais, c'est un moyen de décharge, on l'a dit tout à l'heure. C'est pas très romantique, mais c'est ça. Évidemment, on dégage des endorphines, on dégage de l'ocytocine, enfin on dégage beaucoup d'hormones qui nous font du bien. Et bien sûr qu'il n'y a pas que la sexualité dans l'élan vital, mais elle en fait partie, bien sûr. Bien, ouais. Mais est-ce que, du coup, est-ce que vous pensez que les gens finalement qui ont, est-ce que c'est vraiment lié, quoi? En gros, les gens qui ont beaucoup de libido auraient un fort élan vital, et ceux qui en ont pas beaucoup n'en ont pas. Non, parce que l'élan vital, il peut se traduire dans le sport, dans l'art. On l'a dit tout à l'heure, dans la création, oui, dans l'écriture, par exemple, dans mon cas. Vous voyez, donc c'est pas forcément. Et puis il faut encore comprendre la différence qu'il y a entre la pulsion sexuelle et l'élan vital. C'est pas la même chose. Il y a des gens qui ont une sexualité très très débridée, mais qui quelque part ressemblent un peu à une addiction. Oui, bien sûr. Et du coup, ça me vient une autre question. Est-ce que si, par exemple, on a une libido qui parfois est un peu trop débordante, est-ce que si on chemine vers autre chose, par exemple vers plus d'art et tout, est-ce qu'on peut pas contrôler, mais la canaliser? Oui, voilà. Bien sûr, oui, mais je l'ai proposé tout à l'heure en faisant cette remarque que quand j'étais dans une période d'écriture, par exemple, ou de création, j'avais moins de libido disponible. Parce que ma libido est mise au service de la création. Donc tout ça est fluctuant, ouais. et à chacun évidemment de trouver ses repères, évidemment. Merci en tout cas de cet échange, Marjorie. Petite devinette avant les infos, puis on va continuer évidemment à aborder ce sujet qui visiblement plaît beaucoup à nos auditeurs. Alors c'est une devinette évidemment. Quel est l'animal qui aurait pu être mannequin? Jean-Charles Bouchoux, vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Et nous allons continuer durant cette deuxième heure à aborder des sujets qui sont tellement complexes, mais tellement humains. Jean-Charles Bouchoux, puisqu'on parle du sexe, de la vie, de la mort. Je crois que l'animal n'a pas ces préoccupations. Il a évidemment l'instinct de vie. Il a l'instinct de survie. Moi, j'ai vu une chose étrange. Quand on observe un lion ou une lionne qui court après une gazelle, la gazelle fait tout pour lui échapper, évidemment. Et d'ailleurs, je crois que dans 80% des cas, elle y arrive. Mais quand elle se fait attraper, elle se débat et à un moment donné, elle arrête de se débattre. Mmh. Et à un moment donné, elle accepte son sort. L'animal a une relation très différente, évidemment, parce qu'il n'y a pas le langage et la compréhension de ce qui nous attend. Alors, on va donner la parole à Samuel dans un instant, mais j'aimerais bien une réponse à ma devinette. Quel est l'animal qui aurait pu être mannequin ? Je n'en ai aucune idée. Bon, c'est une réponse totalement débile. C'est la taupe, parce que c'est la taupe modèle. Ah, bravo. Bon, Samuel, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Samuel. Merci d'être avec nous. Alors justement, vous aussi, vous avez envie de débattre sur ce sujet, la mort et la sexualité, Samuel. Allez-y, on vous écoute. Oui, je vais rejoindre un petit peu ce qui a été dit au fond avant le Flash Info. Dans le sens où, alors je précise que je suis pas religieux, je prône pas du tout la chasteté, j'aime beaucoup faire l'amour, mais j'ai une personnalité hypersensible sur laquelle j'ai beaucoup travaillé parce que ça a été à la fois un cadeau et aussi un problème dans ma vie, d'une manière générale. Et j'ai fini par trouver un équilibre intérieur, un apaisement dans la relation avec ma femme. Oui. Bon, là encore, je peux pas du tout de discours moralisant, c'est le résultat vraiment d'un parcours intellectuel. J'ai été aidé aussi par des thérapeutes qui m'ont permis de mettre en évidence ce qui était le mieux pour moi. Et on était parisiens et j'ai fini par plus supporter la promiscuité, le bruit, les exigences d'un monde qui allait trop vite. Donc on a décidé de déménager. Et aujourd'hui, on est dans une petite ville, beaucoup plus calme, et j'ai réussi à m'apaiser. J'ai continué mon travail sur moi. Et puis, je me suis mis à peindre, à dessiner, à écrire. Et puis, j'ai comme l'impression que l'énergie sexuelle s'est transformée, qu'elle a trouvé quelque chose comme une nouvelle voie. Et alors évidemment, j'aime toujours faire l'amour, mais le sexe n'a plus de résonance, de réassurance narcissique comme ça pouvait avoir auparavant quand j'étais jeune. Et si j'ose dire, c'est un peu comme aujourd'hui, c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. Et par ailleurs, mon cheminement spirituel m'a fait aussi, j'ai l'impression, de plus en plus accepter la mort. Alors, du coup, est-ce que tout cela est lié ? Je pense que Jean-Charles pourrait répondre, j'imagine. Est-ce qu'il y a un lien entre le contrôle de sa libido et le fait d'accepter la mort ? Oui, est-ce que c'est un cheminement parallèle ? Oui, peut-être bien, oui. Mais c'est vrai que quand on a un chemin spirituel, généralement, on s'offre des temps de retraite. Et malgré tout, pendant ces temps de retraite, on n'a pas d'activité sexuelle. Et on s'aperçoit qu'effectivement, la libido vient se mettre au service de la pratique. Après, je ne sais pas quelle pratique vous avez. Moi, je peins, j'écris beaucoup. D'accord. Oui. Et avez-vous remarqué que quand vous êtes en période de peinture ou d'écriture, vous avez moins de relations sexuelles ? Ah oui. C'est très clair, oui. Ouais. Ouais, donc la libido, c'est une énergie qu'on va mettre au service de ce que l'on souhaite. Et si on a envie d'avoir des rapports amoureux, on a des rapports amoureux. Si on a envie de la mettre au service de la spiritualité, de la peinture ou de l'écriture, on le met. C'est bien d'être dans... Vous avez le choix, en fait. C'est bien d'avoir le choix. Ce qui est très étonnant aussi, c'est cette sensation qu'après avoir peint et après avoir écrit, on est entré dans une forme de transe. Oui. Et quand on en sort, on est aussi bien que quand on a fait beaucoup de sport, voilà. Ouais, vous vous êtes libéré aussi, mais vous vous êtes libéré dans un acte de création, ce qui n'est pas anodin. C'est ça. Ouais. Mais de toute façon, la création, elle donne quelque chose parce qu'on a l'impression d'avoir fait quelque chose qui est sorti de soi. Oui. Et quelque part, la sexualité, il y a aussi quelque chose qui sort de nous, au fond. Et souvent, dans un acte de création, confirmez-le-moi si vous êtes d'accord,
On ne sait pas qui crée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on regarde ce que l'on a créé, on se dit mais c'était pas vraiment ça que j'ai voulu au départ. Ça vient d'un ailleurs. Ouais. Oui, et absolument. on est agréablement surpris. Hein. C'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment... Là, pour le coup, ça a un vrai effet thérapeutique parce que il y a une rencontre avec l'œuvre qu'on a faite. On a une idée de l'œuvre qu'on va faire. Et puis, en définitive, ce qui sort... Et c'est exactement comme quand on fait un enfant, quoi. On se dit, tiens, comment il va d'ailleurs, être, on parle de procréer et de création. Et puis, c'est jamais ce à quoi on s'attendait au départ. Absolument. Si on fait un enfant, on ne sait pas quelle tête il aura, ni même son caractère, ni quoi que ce soit. En fait, on ne le fait pas. On participe à sa création. Mais il est créé par l'univers. Hein. Mais de toute façon, quand on fait l'amour ou quand on est en train de créer, quelque part, on ne regarde plus sa montre. On est sorti de soi, d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui et c'est pas étonnant. Enfin, moi, je trouve que votre évolution, elle est tout à fait positive, Samuel. Quand on est plus jeune, d'abord, on est très, très, très dans la pulsion, puisqu'il y a la puberté, et puis ensuite, il y a toute cette force de vie, de besoin de se connaître, Donc, moi, je trouve que votre évolution, elle est tout à fait intéressante. Elle est chouette, c'est la sagesse. Oui, c'est bien. Vous êtes sur vous êtes sur un bon chemin. C'est vrai, hein, vraiment, c'est étonnant. Une belle conclusion, je trouve. Ça. Parce que finalement, si à 60... Enfin, pourquoi pas encore... Enfin, je ne veux pas avoir de jugement de ma part, mais si à 78 ans, on est encore en train de chercher qui est-ce qu'on va pouvoir baiser ce soir... C'est triste, c'est peut-être un petit peu triste. Ouais, puis après, on peut vouloir rattraper le temps perdu. Mais... Ça pervertit un peu les relations, je trouve. Oui, quand on a une idée derrière la tête. On voit bien, on a plusieurs exemples chez les politiciens, enfin bon bref, et on voit bien que ces gens-là ont l'air malheureux, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de la course encore vers une jeunesse perdue. C'est triste. C'est-à-dire que ça montre souvent... Moi j'aime bien cette notion de vie intérieure qui, quelque part, doit être l'évolution normale d'un être humain. Mais si on ne s'est pas nourri intérieurement, on va continuer à chercher extérieurement. Et quand on voit des hommes, en effet, de 70, 15, 80, qui ont besoin de baiser des jeunes femmes pour croire qu'ils sont encore jeunes, on voit bien que, quelque part, c'est qu'intérieurement, il n'y a pas eu l'évolution nécessaire. Donc évoluer, c'est aussi renoncer à quelque chose. Oui, c'est juste, absolument. C'est bien une parole de psychanalyste, ça. L'éternelle castration, on y revient tout le temps. Non, mais c'est bien, Samuel, mais vous continuez quand même à faire l'amour, de toute façon. Vous avez une femme, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Oui, et certainement que votre sexualité aussi a évolué, tous les deux. Oui. Elle est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de tendresse. Voilà, c'est une complicité. De toute façon, là, le couple aussi. Notre couple a évolué. Alors évidemment, je peux pas tout raconter, mais ça a été très dur parce qu'on a eu 2 traumatismes qu'on a gérés tous les deux. Et voilà, aujourd'hui, on arrive à une espèce d'apaisement comme ça. C'est très très agréable. Vraiment, je le souhaite à tout le monde. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans une sexualité de décharge, comme l'a déjà dit 2-3 fois Jean-Charles Bouchou depuis 14 heures, mais dans une sexualité d'échange, de partage. De partage et de plaisir qu'on donne et qu'on reçoit, quoi. Oui, de complicité, et puis il n'y a plus de question de performance, il n'y a plus de choses comme ça. C'est vraiment très apaisé, très apaisant aussi. Bon, puis à la décharge des jeunes hommes, quand même. Oui. Quand nous sommes gamins, enfin, moi je m'en souviens, on est possédé par cette énergie. C'est terrible, dont on ne sait pas quoi faire. Je crois que les femmes ne s'en rendent pas compte de ça. Non. Mais je l'ai tellement entendu par tellement d'hommes. Ouais. Et c'est là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, le fait de vieillir, waouh, quel apaisement, quoi. Oui. Mais je me souviens de cette époque-là. C'est vrai que c'était, c'est même très perturbant parce que ça vous prend la tête. Ça remonte jusqu'en haut, paraît-il. Oui. Mais non, mais c'est vrai que c'est quand même, quand on dit qu'un homme et une femme c'est exactement pareil. Non, vous êtes débordant de pulsions quand vous êtes jeune, ce qui n'est quand même pas tellement le cas des femmes. Elles sont bien sûr aussi à la recherche, dans le désir de plaire, etc. Mais il n'y a pas cette sorte d'érection permanente au moindre vision ou toucher. Bien sûr. Mais bon, il faut qu'il y ait quand même qu'on ait des avantages au fait de vieillir, Samuel. Ah oui.
Ah oui, absolument. Oui. Oui, je m'y attendais pas, mais c'est une belle surprise. Oui. Oui, mais parce que vous avez su aussi faire quelque chose de tout ce qui vous est arrivé. Hein. Oui, je crois que la notion de vie intérieure dont vous parliez tout à l'heure est très importante. Arriver à trouver quelque chose, un canal, quoi que ce soit le sport, que ce soit une forme de méditation, la marche, en est une par exemple, une activité artistique, que sais-je, quelque chose qui permet de revenir un peu sur soi, qui apporte un peu de silence, de l'apaisement, aller dans la nature. Je vous disais, moi, on a déménagé de Paris en province, et aujourd'hui, quand j'ouvre la fenêtre de mon bureau, je vois un jardin avec des oiseaux, et ça a l'air de rien. Ça a l'air un peu nunuche, mais... C'est plus que rien, parce que ça nourrit terriblement, bien sûr, la nature. Ah, oui. La nature nourrit. Mais je crois, enfin, moi, plus j'avance, plus je crois qu'il y a deux choses essentielles dans la vie. Il y a l'amour au sens large, et on en a parlé hier, et on ne peut pas dire que c'est simplement l'amour qu'on va porter pour quelqu'un ou qui va nous être donné. Il y a l'amour, et puis après, il y a le sens qu'on va donner à sa destinée, en fait. À part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et puis jouir de l'instant présent, quoi. Oui, bien sûr. On n'est plus accroché par le but, où on doit aller... Une personne l'a dit tout à l'heure, quelquefois on fait l'amour et on n'arrive pas à aller au bout. Et alors, la belle affaire, quoi. Vous avez eu un échange plaisant. S'il n'y a pas eu d'orgasme cette fois-ci, il y en aura un la fois prochaine. Merci Samuel de ce joli témoignage. Et puis, écoutez, continuez à évoluer, comme on dit. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On fait une petite pause, on continue avec vous. Venez nous raconter justement quelle relation vous avez à ces grands mots de la vie au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Jean-Charles Bouchou, vous êtes psychanalyste, psychothérapeute, et je rappelle qu'on peut vous consulter par téléphone si on le désire. Oui. Et on retrouve maintenant Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour Brigitte, ainsi qu'à votre invité, monsieur Jean-Charles Bouchou, et à vos auditeurs. Bonjour Sabrina. Alors moi, pour revenir un peu au sujet, alors moi, le sexe, pour moi, c'est pas une nécessité absolue. Mais si jamais j'ai une attirance réciproque, je m'ouvre à 100%. Bien. Et qu'est-ce que vous appelez ouvrir à 100% ? Vous faites le grand écart avec vos deux jambes ? Je plaisante. Vous êtes ouverte à tout ? Non, quand même pas. Ouais. Non, pas à tout, monsieur. Non, pas à tout. Je reste quand même dans les classiques. Et dans les classiques, non, je suis pas ouvert à tout. Non. Donc pour vous, l'amour, au fond, est plus fort que le sexe ? Oui, Brigitte. Moi, j'associe plus le sexe à un partage de plaisir, mais sans... comment vous dire ? Oui, non, mais je comprends bien. Et vous savez, il y a plus de gens qu'on ne le croit, même si aujourd'hui on a un peu tendance à parler de sexe à tout va. Je pense qu'il y a plus de gens qui ont besoin d'avoir des sentiments, ou en tout cas quelque chose d'attirance. Oui, plus dans cet ordre-là. Voilà. Que pour faire l'amour, même si. C'est ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Jean-Charles Bouchou, mais je trouve que même dans une relation uniquement sexuelle, où il n'y a vraiment aucun sentiment, il y a toujours une petite parcelle d'amour. Ça devrait, mais normalement, un rapport amoureux, c'est un rapport amoureux. Il y a le mot amour quand même dedans. Oui, alors à part peut-être les pervers. Alors c'est de la gymnastique. Et donc, ça ne vous est jamais arrivé d'avoir une envie comme ça, juste sexuelle, sans forcément pour quelqu'un ? Non, jamais, Brigitte. Non, pas du tout. Non, Ce qui déclenche le désir ou Ce qui déclenche, c'est le fait de parler avec la personne, qu'elle me raconte un peu son histoire, sa façon d'être, sa façon de se comporter avec moi. Et ça, c'est ça qui va m'ouvrir à... D'accord. Mais par exemple, excusez-moi, si la question vous dérange, vous n'y répondez pas. Mais est-ce que ça vous arrive jamais de vous masturber toute seule ? Si, ça m'arrive, Brigitte. Et dans ces cas-là, vous pensez à quoi ? Je pense à mon propre plaisir. En fait, quand je me cherche, je regarde. D'accord. Donc, voyez bien qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du sexe, quoi. Parce que vous n'avez pas besoin de penser à votre amoureux. Vous ne créez pas des images. Non, pas du tout. D'accord. Non,
Non, pas du tout. Non, je suis pas du tout dans cette. Non, mais moi je trouve ça très bien. Ça montre bien, Sabrina, que vous êtes capable de vous faire du bien pour vous et que vous vous aimez suffisamment pour vous accorder ce plaisir gratuit. En tout cas, j'ai appris à l'être, parce que je ne l'étais pas. En écoutant vos émissions avec vos différents intervenants, j'ai commencé à prendre conscience que l'amour, je l'avais en moi et que si je la trouvais pas en moi, je ne pouvais pas aller la chercher ailleurs et en souffrir si on me la donnait pas. Ça, je l'ai bien compris. Donc effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur moi et c'est vrai que je me donne beaucoup d'amour pour pas aller en chercher ailleurs. Non, je suis ouverte effectivement à des propositions, je suis pas fermée, mais avant tout, j'essaye de moi-même de me comprendre, de me chercher pour pouvoir vraiment me donner, mais à 100% avec l'autre personne, mais sans chercher à chercher de l'amour en fin de compte, à avoir juste un partage. Oui, mais vous n'êtes pas obligé non plus de vous donner à 100%. Enfin, si, vous pouvez vous donner à 100% au moment où vous êtes avec lui, mais après, il faut vous retrouver. Attention. Oui, non, là-dessus, non, je suis OK avec ça. Oui. Mais quand je me disais que je me donnais à 100%, j'étais avec la personne, Brigitte. J'étais moi et lui, quoi. C'était dans ce sens-là que je disais comme si c'était une méditation, vous n'êtes pas ailleurs, vous ne pensez pas à autre chose. C'est exactement ça. Voilà, c'est une bulle, comme si je m'étais dans une bulle et que c'était un petit moment à moi qui m'appartenait et que là, c'était 100% plaisir, quoi. C'est bien. Oui, c'est formidable. Mais de toute façon, la sexualité peut être aussi un chemin spirituel. On en avait déjà parlé. Et notamment, si on entre en méditation à ce moment-là, c'est-à-dire absence de pensée et présence à ce qui se passe, sans désir, étonnamment, c'est-à-dire sans attente d'une finalité, effectivement, ça peut mener à une forme d'extase qui est une bonne chose sur le chemin spirituel. Et d'ailleurs, ça devrait, la sexualité finalement entre deux êtres, elle devrait plutôt être un échange agréable des corps en vivant l'instant présent, plutôt que de rechercher la performance et l'orgasme. Et d'ailleurs, c'est souvent parce qu'on le cherche, l'orgasme, qui va nous échapper. Bien sûr. Complètement. Écoutez, je suis ravie de me dire que je suis dans une spiritualité et que ça me va. Moi, ça me va, voilà, j'en suis ravie, quoi. Et vous êtes avec quelqu'un en ce moment ? Non, pas du tout, Brigitte. Je sors d'une relation très, très compliquée avec le père de mes enfants et là, on va dire que pour l'instant, j'ai un autre parcours judiciaire plutôt que sexuel qui prend le dessus malheureusement sur mon... C'est vrai que quand on est dans une séparation conflictuelle, difficile, Jean-Charles Bouchot, c'est difficile finalement de rencontrer quelqu'un. Oui. Déjà quand on est au cours d'une rupture, normalement, c'est bien de respecter un temps de latence. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés ? Là, ça va faire 2 ans et demi. 2 ans et demi, le temps de latence, c'est bien, un bon temps de latence. C'est conflictuel, donc ça vous prend la tête. C'est très conflictuel et puis dans l'histoire j'ai coupé, j'ai pas coupé, mais j'ai plus le lien avec mes enfants, donc du coup ça fait une double rupture, qui c'est un peu compliqué à gérer, donc j'ai pas de place pour. C'est pas que j'ai pas de place, c'est que je m'autorise pas à éprouver un autre. Je n'éprouve pas du plaisir puisque la tristesse prend le dessus en fin de compte sur ma problématique. Donc effectivement, pour l'instant, pour moi, c'est pas une priorité. Oui, mais je comprends bien. Vous avez besoin de votre énergie pour vous d'abord. Et ça, c'est important que vous preniez soin de vous. Et puis, vous êtes dans un combat, dans une lutte qui prend tout le reste de l'énergie, évidemment. Exactement, effectivement. Et pour l'instant, j'ai pas de place, effectivement, à ce petit plaisir, on va dire partagé, puisque je me le fais à moi seule. C'est déjà bien. J'en éprouve le besoin, mais effectivement, pour le moment, j'ai pas. Pas pour le moment, voilà. D'accord. Mais vous avez, de toute façon, chaque chose doit se faire en son temps. Et c'est vrai qu'il y a des périodes dans la vie où on traverse des épreuves. Et il est vrai que dans ces périodes-là, on est moins... on met toute notre énergie dans la résolution du problème. Et effectivement, on est moins disponible. Mais là, Sabrina nous parle quand même de 2 ans et demi. Donc à un moment donné, Sabrina, vous avez le droit de vous tourner vers la vie, vous avez le droit d'exister en tant que sujet en dehors de la problématique judiciaire. Oui, je sais. Il me semble, c'est pour vous que je dis ça, c'est pas un jugement, je ne me permettrai pas. Oui, non, mais pas du tout. Je prends en compte le retour d'un psychiatre, vous êtes psychanalyste.
Voilà, d'un psychanalyste, donc je le prends comme cela, mais effectivement j'ai le même retour de mon praticien, effectivement, que j'ai le droit aussi d'avoir une nouvelle vie. Mais vous avez le droit de jouir, vous avez le droit d'être heureuse. De jouir, oui. Bien sûr. Ouais, mais c'est vrai que je me l'autorise pas pour le moment, oui, parce que j'ai besoin d'être reconnue. Par rapport à qui? Par rapport à vos enfants ou à votre ex? Alors, c'est par rapport à mon ex qui vous avez peur qu'il l'apprenne? Vous avez peur de lui? Déjà, j'ai eu des menaces de mort, Brigitte, sur moi déjà concernant une éventuelle rencontre, si jamais toutefois j'avais un concubin qui se gênerait pas de. D'accord, c'est bien ce que je craignais. Vous avez peur. Voilà, mais c'est ça. Vous avez été, vous l'avez signalé, hein, ces menaces de mort. Oui, Brigitte, je suis sous protection judiciaire et j'ai fait tout le nécessaire. Pour pouvoir et c'est jamais à prendre, c'est malheureusement jamais à prendre à la légère. Exactement, Brigitte, tout à fait. Donc c'est pour ça que je m'autorise vraiment, déjà pour la personne, pour la protéger et d'attendre au moins que justice soit faite pour être reconnue déjà moi en tant que victime, parce que j'en ai besoin, Brigitte, avec tout ce que j'ai subi pendant 2 ans et demi, et j'ai pas envie de faire rentrer quelqu'un dans ma vie qui va subir les frasques de ce monsieur. Et c'est surtout que je sais de quoi il est capable. Oui, c'est surtout que les menaces, il faut prendre ça au sérieux. Écoutez, bon courage Sabrina, et puis si vous voulez tester un jouet, on sera ravis de vous en envoyer. Comme ça. Écoutez, vous savez que je ne sais pas vous dire non, Brigitte, donc je le testerai avec plaisir. En tout cas, merci on va s'en occuper. Merci à vous, merci de votre témoignage. On va continuer dans un instant avec le Love Conseil. On va parler d'amour et d'humour, ça rime en tout cas. Et puis bien sûr, on accueillera également dans un instant Jean-Luc Romero-Michel pour parler justement de cette fin de vie qui normalement devrait se négocier à l'Assemblée, mais ça traîne. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Jean-Charles Bouchou, on va parler de l'amour et de l'humour. Et je trouve que l'humour est créatif. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la création. Et je trouve que l'humour est quelque chose de créatif. C'est une forme de créativité, c'est certain. Oui, parce que c'est une preuve d'un esprit qui fonctionne. Oui. Et je trouve que l'humour, ça fait aussi fonctionner notre psychisme. Bref, je trouve que c'est un bel antidote à la déprime, à la souffrance. Et donc, j'ai tendance à dire que les gens qui ont de l'humour sont souvent des gens qui sont dans un bon élan vital. Et je parle d'humour, je parle pas de blagues salaces qui ne font rire que nous, ou d'ironie. Je parle vraiment de l'humour qui est un jeu de mots, un jeu d'esprit. Et c'est vrai qu'avoir de l'humour sur soi-même, par exemple, ça permet de dédramatiser quand on est dans une situation de sortir de son narcissisme. Oui. Et puis l'humour permet de dire beaucoup de choses aussi. Quand on peut dire des choses avec le sourire, c'est de l'ordre du jeu. Et ça peut permettre de sortir de certaines névroses. Et alors, c'est là où la relation avec le sexe intervient, parce que l'humour, ça permet aussi de libérer des inhibitions. C'est une manière de vivre des pulsions sans forcément nous sentir offusqués, puisqu'on dit juste ça pour rire. Enfin, voilà. Donc, je trouve que l'humour, c'est franchement bien. Et je voulais juste aussi ajouter que aller voir un spectacle drôle avec son partenaire, ça rassemble, ça rapproche. Parce que quand on rit ensemble, c'est bon aussi pour le rapprochement avec son partenaire. Voilà. Et puis je voudrais rappeler que l'humour, ça se pratique à tout âge. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on a moins d'humour. Non, mais je trouve pas, même que ça se développe. Ouais. Je veux dire, on a intérêt à moins se prendre au sérieux déjà. Hein. Oui, ça c'est sûr. Mais je veux dire surtout que si notre humour, normalement notre humour devrait se développer avec l'âge, parce que l'humour c'est aussi une sorte de philosophie. Bien sûr. Freud avait écrit un livre, le mot d'esprit et son rapport avec l'inconscient. Pour ceux que ça pourrait intéresser. Oui, c'est un livre qui est assez étonnant, assez intéressant, et je me souviens absolument. Voilà. Bon, alors, on parle du sexe, de la vie, de la mort aujourd'hui, et c'est un peu à cause de vous, Jean-Luc Romero-Michel, bonjour. Oui, ne m'engueulez pas quand même. C'est un sujet, la fin de vie, c'est la vie.
Mais oui, mais Voilà. absolument. Et il y a plein d'amour. C'est notre dernière, c'est notre Ouais. dernière liberté, de choisir de mourir un peu comme on a envie et pas forcément sous perfusion ou etc. Alors, vous étiez pendant de nombreuses années président de l'ADMD, le droit à mourir dans la dignité, dont je fais partie d'ailleurs. Vous avez un petit peu passé le relais, mais vous continuez à vous battre, et notamment avec ce livre, Le serment de Berne, de la mort solitaire à la mort solidaire, préfacé par Line Renaud, qui est toujours très militante et qui donc a choisi de faire cette préface. C'est aux éditions L'Archipel. Et alors dans ce livre, vous racontez un petit peu où on en est sur le plan législatif, et c'est très très curieux parce que quand on fait un sondage, 90% des Français sont plutôt pour une nouvelle loi, et pourtant nos députés freinent Bah oui, globalement les politiques et puis surtout le président de la République, parce que on voit bien qu'il arrête pas de tergiverser. Il nous avait promis un texte avant la fin de l'été. Bon bah l'été est terminé et maintenant c'est pour le mois de décembre. Je pense pas d'ailleurs que ce meilleur mois pour parler de la mort à ce moment-là. Les gens ils ont envie de parler d'autre chose, que c'est le moment des fêtes. Mais on espère qu'il va y avoir ce texte, même si aujourd'hui on n'est quand même pas très sûr d'avoir le texte que l'on souhaite. Mais je pense que là il est arrivé un moment où il est obligé d'avancer. Je le dis dans le livre, toutes les planètes sont quand même réunies, entre les Français qui aujourd'hui l'attendent, tous les organismes officiels et la Convention citoyenne qui s'est prononcée en faveur d'une autre loi. Je pense qu'il est temps d'avoir une loi parce que contrairement à ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent, des gens ils ont l'air d'avoir plein de certitudes. Justement, il faut une loi parce qu'on est plein de doutes, qu'on ne sait pas ce qu'on veut à la fin de notre vie et qu'il y a aujourd'hui des personnes qui ont des douleurs physiques, des souffrances physiques qu'on ne peut pas soulager, même dans les soins palliatifs. Et donc, il faut qu'une loi qui permette l'accès universel aux soins palliatifs d'abord, parce que c'est là où la majorité d'entre nous mourront si on est malade. Et puis, l'euthanasie et le suicide assisté. D'ailleurs, le serment de Berne, c'est un serment que j'ai fait, une personne que j'ai dû accompagner en Suisse, qui était Alain Koch et qui avait des douleurs physiques qu'on ne pouvait pas soulager, que même la morphine ne soulageait pas. Les soins palliatifs l'ont d'une certaine manière abandonné. Il n'a même pas eu le droit à une sédation profonde et continue qui est la loi, c'est-à-dire on vous endort, on arrête de vous hydrater, de vous alimenter et on provoque quelque part une maladie qui vous fait mourir. Lui, il n'y avait pas droit parce qu'il n'était pas dans l'agonie, c'est-à-dire qu'on aurait pu le laisser souffrir comme ça pendant des mois. Donc il est quand même temps d'avancer. Ce qui est important à dire encore une fois, c'est que cette loi, vous la réclamez depuis de nombreuses années, mais elle ne sera pas imposée à ceux qui ne veulent pas. Je veux dire, les gens. C'est une loi qui va protéger tout le monde. Oui, parce qu'en fait, c'est une loi qui va mettre la volonté de la personne enfin au centre de la décision. Aujourd'hui, c'est les gens qui sont autour du lit qui décident globalement. C'est la réalité des choses. Je trouve même que pour les médecins qui sont justement, comme vous dites, autour du lit, cette loi peut peut-être les soulager aussi, parce que quand moi j'ai encore récemment eu cette histoire d'un homme qui vient de mourir d'un cancer et qui réclamait que ça aille plus vite, et il n'a pas été exaucé parce que personne n'osait prendre cette responsabilité. Bien sûr, et contrairement à ce qu'on entend, la majorité des médecins, c'est même l'ordre des médecins qui a commandé un sondage alors qu'il y est lui-même défavorable, a montré qu'ils étaient eux-mêmes favorables. C'est ces grands médecins qu'on entend toujours qui sont contre, et ils ont le droit d'être contre. C'est ça que moi je ne comprends pas. Ils ont le droit d'être contre à titre personnel, de ne pas vouloir accompagner, et jamais ils seront violés dans leur conscience et leurs principes, puisqu'il y aura une clause de conscience. Dans ce livre, il y a un chapitre sur les pays étrangers. Dans tous les pays étrangers où il y a eu des lois euthanasie, suicide assisté, l'un ou l'autre, à chaque fois, les médecins sont respectés. S'ils ne souhaitent pas accompagner quelqu'un, ils ne sont pas obligés. C'est un peu pourquoi s'y opposer ? Comme l'IVG d'ailleurs. Exactement la même chose. D'ailleurs, honnêtement, vous avez les mêmes adversaires, la même histoire. Vous avez à l'époque les femmes qui partaient à l'étranger, celles qui avaient les moyens pour pouvoir avorter, et les autres, elles avaient les faiseuses d'anges, certaines en mouraient ou étaient mutilées. Ouais, et aujourd'hui, pareil, on a ceux qui ont les moyens, qui peuvent aller à l'étranger, puis les autres qui se suicident violemment, et puis souvent prématurément, parce que on le fait quand on peut, alors que si on avait la certitude d'être entendu au moment où on le souhaite, peut-être qu'on vivrait des mois, voire encore des années de bonheur avec les gens qu'on aime.
Et puis moi, j'ai toujours tendance à dire, je peux tout à fait entendre que l'on considère que c'est Dieu qui doit donner la mort. C'est quelque chose que je peux tout à fait entendre. Sauf que quand on est avec des aides artificielles, c'est la médecine qui prend le relais sur Bien Dieu. sûr. Donc c'est là où quelque part... Et la bandeau, là. Oui, non, mais je veux dire, ces arguments ne tiennent pas. C'est-à-dire que sans l'aide de la science, cette personne mourrait. Donc l'argument de Dieu me semble un argument qui ne tient pas la route. Non, mais je suis totalement d'accord avec vous. Et puis ce qui est important, si on légifère, c'est que ça va libérer les enfants. C'est-à-dire que là, on est du côté de la volonté de la personne, du sujet, on est du côté de qui est accompagné par le législateur. Parce que je connais beaucoup de cas, parce que ça se fait déjà malgré tout, on va pas se mentir, où on a dit à des enfants, vous n'avez qu'à lui donner une cuillerée et puis elle ne passera pas la nuit, et à une personne qui de toute façon mourrait dans les jours qui allaient venir, et l'enfant ensuite se sent coupable, j'ai tué ma mère, j'ai tué mon père. Et ça peut même libérer... C'est pas aux enfants de faire ça. Ça peut libérer les mères, parce que... Rappelez-vous l'histoire de Marie Imbert, que j'évoque longuement. Cette femme qui a voulu essayer d'aider son fils, c'est pas son rôle, c'est pas le rôle d'une maman d'aider son fils à partir, mais elle n'avait pas le choix à ce moment-là. Et c'est bien pour ça qu'en plus, c'est vraiment une loi qui au final, est une loi qui donne un droit supplémentaire, qui donne aucune obligation et qui respecte tout le monde. Et les médecins qui accompagnent, ils le disent, c'est quand on regarde les exemples étrangers, quand on regarde la Belgique, qu'est-ce qu'ils disent ? Il y en a pas plus qui... Non, mais ce que disent les médecins, c'est que c'est les morts les plus sereines pour eux. Parce qu'en fait, ils accompagnent leurs patients jusqu'au bout, qui souvent leur dit merci. Alors que en France, il faut quand même savoir qu'à l'hôpital, 70% des gens qui meurent seuls, sans leurs proches. Et donc, c'est un échec pour tout le monde. Vous arrivez le matin, parce qu'on meurt souvent la nuit, et puis votre médecin ou votre soignant vous découvre après vos proches. Alors que là, vous êtes accompagné jusqu'à la dernière minute par les gens que vous aimez. Vous avez le temps de vous dire toutes les choses et surtout les mots d'amour qu'on se dit. Et donc, c'est des morts qui sont sereines et fortes pour la personne qui meurt, mais aussi pour celle qui reste. Parce qu'ils sont remplis de ces derniers moments qui vous aident. Et donc, oui, c'est des morts qui sont beaucoup plus belles que les morts solitaires. C'est pour ça que je dis, passons de la mort solitaire à la mort solidaire. Mais Jean-Luc Romero-Michel, vous qui avez été très marqué par la mort, et merci de l'hommage que vous me rendez dans le livre. C'est vous qui m'avez... Enfin, vous n'aviez pas besoin de me le démontrer, mais c'est vrai qu'un jour, vous m'avez dessiné mon ciel et il était assez frappant. Bon, j'ai été... C'est vrai qu'ayant très jeune été infecté par le VIH, ayant vu mes amis de 20 ans, 25 ans mourir, c'est sûr que la mort m'a beaucoup poursuivi. Voilà, mais elle vous a laissé en vie pour l'instant. Mais elle va arriver aussi pour vous, bien sûr. Mais certainement que cette vie que vous avez vécue avec tous ceux qui partaient fait qu'aujourd'hui c'est un combat que vous pouvez mener de manière très sereine parce que vous la connaissez finalement, la faucheuse. Oui, et puis parce que paradoxalement, moi je suis pas un adorateur de la mort, comme vous le savez, et en fait le fait d'avoir vu très jeune la mort, ça a commencé, je raconte la mort de mon père, etc., quand j'avais 13 ans, a fait que j'ai compris que tout ça allait s'arrêter. Et quand on a vraiment la notion de la fin, on vit peut-être mieux. Et c'est ça le problème dans nos sociétés où on court avec toujours plus d'argent, plus de responsabilités, on oublie de vivre et puis on en oublie d'aimer. On cache les gens en fin de vie, qui vont dans des mouroirs. On va pas parler de ce qui se passe dans les EHPAD parce que malheureusement, même le scandale qu'il y a eu il y a quelques années n'a pas beaucoup arrangé les choses. Il y a du mieux, mais quand même, quand on sait ce qui s'y passe. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit plus la mort. Moi, quand je raconte la mort de mon père qui était chez moi pendant 3 jours à 14 ans, aujourd'hui, qui voit son être proche, on est dans des morgues, on nous voit plus et on éloigne la mort de nos vies, alors que quelque part c'est une réflexion à avoir, parce que je pense que vraiment quand on pense à la mort, on vit mieux et que la fuir, courir toujours, ça n'arrange rien, on va quand même mourir, mais mourir dans des conditions souvent difficiles, parce que quand il vous arrive un grave accident, maladie ou un accident et que vous pouvez plus rien faire, toutes ces années elles sont perdues. Vous savez, moi, si demain vous apprenez que je suis mort, du moment que je souffre pas, au final j'aurais bien vécu ma vie, j'aurais eu une très belle vie. Beaucoup de gens malheureusement peuvent pas dire ça. J'aurais aimé, j'aurais été aimé. Il y a des gens qui n'ont pas d'amour, vous le savez aussi. C'est quand même quelque chose de terrible dans une vie et qui savent peut-être pas non plus aimer. Malheureusement, moi, à la fois le virus que j'ai eu et tous ces morts que j'ai connus, ils m'auront peut-être appris à aimer et à vivre. Et à vivre pleinement. J'étais assez étonnée. Vous dites que il y a à peine 24% d'entre nous qui pourront mourir dans la chaleur de leur maison, de chez eux.
c'est très peu. Ça a beaucoup diminué parce que j'en étais à presque 60%. Il y a 15 ans. Il y a longtemps, parce qu'en France, contrairement aux pays, par exemple en Belgique, aux Pays-Bas, la majorité des gens meurent encore chez eux. Mais nous, l'hospitalisation à domicile, les moyens sont pas là. Vous savez, tout ce qui est la fin de la vie, je pense que les politiques, qui sont souvent des hommes, ont très peur de tout ça. Donc ils confient ça à des techniciens, à certains médecins qui, en fait, ont médicalisé nos fins de vie et ont oublié que, d'abord, ça nous coûterait moins cher de mourir chez nous, et que pour beaucoup de personnes, si on leur mettait à disposition les moyens de le faire, eh bien, ça leur permettrait d'avoir une fin de vie beaucoup plus agréable, parce que quand on est entouré de ses meubles, de l'endroit où on était, quand on est dans le quartier, c'est quand même beaucoup plus facile, alors que là, on préfère nous envoyer dans des EHPAD, dans des établissements qui font ce qu'ils peuvent, avec des personnels totalement dévoués, mais qui sont pas payés comme ils devraient l'être, qui n'ont pas du tout les moyens. Vous vous rendez compte que parfois, ils n'ont même pas assez de couches à vous donner chaque jour. C'est quand même sordide. Et ça, je pense qu'il faut qu'on ait une vraie prise de conscience dans notre pays, que nos fins de vie, en général, la grande vieillesse, etc., on est des citoyennes et des citoyens jusqu'au bout. Et on y va tous. Enfin, on peut souhaiter d'y aller quand même en fin de vie. Pas mourir trop jeune, c'est ce que je voulais dire. Alors, ce qui est aussi intéressant dans le livre que j'ai découvert, Jean-Charles Bouchou, à votre avis, qui est-ce qui s'occupe plus, que c'est un sujet qui interpelle plus qui, les hommes ou les femmes, à votre avis? Sans doute les femmes. Évidemment. nettement même. Elles sont plus sensibles à toutes ces questions, les femmes. Oui. Parce qu'elles sont là du début à la fin de la vie. Et puis, elles ont une sensibilité qui est différente de nous. Vous savez, moi, j'ai été, quand j'étais conseiller régional, tout le temps dans des commissions d'affaires sociales, et j'étais souvent le seul homme. Et c'est des commissions où on s'occupe de la vie quotidienne et où on évite les polémiques politiciennes, quel que soit le parti dans lequel on est. Et c'est vrai que c'était un anachronisme. Je disais, mais où ils sont mes collègues masculins? Ils préfèrent être dans des commissions où on a l'impression qu'il y a plus de pouvoir, où on va dire, alors que la réalité des choses, c'est s'occuper de la vie quotidienne qui est quand même extrêmement important. Et ça, les femmes, oui, il faut le dire. D'ailleurs, vous savez, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, 70% des adhérents sont des adhérentes. Ah oui. Ce qui veut quand même dire quelque chose. Et quand vous regardez les questions de société en général, qui sont vraiment des questions de la vie quotidienne, les meilleurs militants, c'est souvent des militantes. Bon, en tout cas, si vous avez envie de comprendre pourquoi c'est notre combat à tous, ça s'appelle le serment de Berne, de la mort solitaire à la mort solidaire. Jean-Luc Romero Michel, continuez votre combat. Merci d'être venu nous en parler. Et puis, espérons que peut-être pour la fin de l'année, on aura un texte qui et une loi l'année avance. Prochaine, parce que je pense franchement que c'est une loi comme ça n'oblige à rien et ça fait élever notre société, parce que ça nous donne un droit supplémentaire et ça nous permet d'éteindre la lumière, comme le dit si bien Juliette. Et oui, et tous les députés doivent être conscients que la majorité des Français, c'est ce qu'ils attendent. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci beaucoup. On continue dans un instant, on revient sur notre sujet avec Jean-Charles Bouchou, qui est toujours avec nous, bien sûr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou, on va revenir sur notre sujet du jour, quoiqu'on ne l'a pas vraiment évité, le sujet du jour, non, en parlant de la fin de vie. On était en plein dedans. Et on était même en plein dedans. Et c'est Gaëlle qui va conclure avec nous. Bonjour Gaëlle. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Gaëlle. Oui, moi je voulais juste dire que, en fait, pour moi, la sexualité est un très bon moyen pour se sentir vivant par rapport à son couple ou par rapport même à soi individuellement, quoi. Ouais. Je suis bien d'accord. Vous voulez dire que quand vous avez eu une relation sexuelle, ensuite, vous vous sentez particulièrement bien avec vous, enfin vivante, quoi, au sens... c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça, parce que c'est tellement intense et que... Et oui, je pense que physiquement et émotionnellement, il n'y a pas plus... en tout cas... ça fait partie d'un des moments où on se sent totalement vivant et d'où on a la chance, en tout cas, d'être humain et de pouvoir profiter de ça, en tout cas. C'est un bon moyen, en tout cas, de se sentir vivante, oui. Mais de toute façon, quand on accomplit l'acte sexuel, Jean-Charles Bouchou, il y a une sorte d'énergie qui va de l'un à l'autre. C'est une énergie partagée, bien évidemment. On prend de l'énergie à l'autre et l'autre nous prend de notre énergie. Et puis, il y a l'énergie propre à cet échange amoureux.
bien sûr. Oui, c'est ça. Et moi, je trouve ça vraiment important de même si c'est pas, enfin, c'est pas forcément tous les jours, mais de pouvoir partager ça dans un couple, une forme de sexualité qui peut être tout à fait différente suivant les étapes de la vie, même quand on est malade ou autre. Je pense qu'on peut partager cet instant unique à deux. Et vous pensez que le désir, justement, c'est déjà quelque chose qui ressemble à une sorte de vitalité? Vous diriez ça ou pas? Ah oui, pour moi, oui, vraiment. Je pense que le désir est vraiment important et enfin, c'est le début de la sexualité pour moi. Et s'il n'y a pas ça dans le couple, c'est pas un couple. Enfin, pour moi, spécialement. C'est ma perception à moi. Mais oui, pour moi, c'est vraiment important d'avoir ce désir, cet échange, alors que ça soit un regard ou un mot, enfin voilà, en tout cas quelque chose qui réanime et qui laisse la sexualité. Ça, enfin, pour moi, ça fait vraiment partie de la sexualité, quoi. Ouais, donc une sexualité de sujet à sujet plutôt qu'une sexualité, comme on le disait tout à l'heure, de sujet à objet ou plutôt de consommateur à personne consommée, ce qui devient, comme je l'ai proposé, de la gymnastique. Oui, c'est ça. Et justement, Jean-Charles Bouchoux, vous qui travaillez beaucoup sur les questions de perversion, puisque vous avez même fait vous avez répondu à tout un sujet dans le prochain Infinity. Est-ce que les pervers narcissiques, on peut parler quand ils sont, parce qu'ils sont souvent à utiliser l'autre comme objet sexuel, finalement là ça n'a rien à voir avec l'élan vital, c'est une sorte de... Ouais, ils ont besoin de se renarcissiser sans cesse, donc c'est vraiment une problématique de narcissisme. C'est-à-dire je fais l'amour pour prouver que je suis quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un de performant. Ce sont des trucs qu'on a fait certainement quand on était gamin lors de nos premiers ébats, mais c'est quelque chose qui doit être rapidement dépassé, quoi. Sinon on devient une machine de guerre. C'est pas très intéressant. C'est là où il est bien important de rappeler que lorsqu'on fait l'amour, on est deux sujets qui se donnent et qui reçoivent. Et non pas. Il y a un grand paradoxe parce que je vais me préoccuper sans cesse du plaisir de l'autre, mais à la fin, à un moment donné, je vais presque oublier l'autre pour me recentrer sur moi, sinon je risque de passer à côté de mon propre orgasme. Donc il y a à la fois cette fusion et à un moment donné cette séparation. C'est d'ailleurs ce que disait Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel, dans le sens qu'il voulait dire que finalement on est quand même un peu seul dans sa sexualité. Dans l'orgasme, on est totalement seul. Exactement, exactement. Ouais. Mais après, ça dépend de quel orgasme on parle aussi, parce qu'il y a quand même différents orgasmes qui peuvent arriver. On peut avoir un orgasme, je l'avais dit déjà lors d'une émission, au niveau du cœur, parce que nous sommes fixés sur nos organes génitaux, mais la tension sexuelle peut s'exprimer par ailleurs, et notamment au niveau du cœur. Et à ce moment-là, on n'est pas amoureux de l'autre, on devient amoureux. Et c'est vraiment une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. On devient amour et c'est vrai, une véritable extase à ce moment-là qui se produit. Mais c'est vrai que c'est un travail rigoureux à avoir avant, à pratiquer la méditation, pratiquer certaines formes de respiration pour pouvoir faire remonter cette énergie sexuelle et au lieu de la dispendier au niveau des organes génitaux, la laisser émerger au niveau du cœur et voire même pour certains... Et en même temps, je ne sais plus quel est le sage, enfin bref, le maître spirituel qui a dit que de toute façon, dans l'acte sexuel, chacun peut être une poignée de secondes un Bouddha. Oui. Et je trouve que c'est assez juste. Au moment de l'extase, complètement. Oui. Et je trouve que c'est important aussi et c'est en ça que la sexualité, comme vous le dites, Gaëlle, ça nous donne tellement l'impression d'être en vie, au sens où on existe, quoi. Donc c'est intéressant de donner une connotation sacrée à la sexualité. On est bien d'accord. Et de regarder l'autre et de lui dire, voilà, je t'honore, toi, en tant que divinité. Même si on a tous eu une sexualité un peu gymnastique quand on était très jeune. Arrivé, et c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste un peu dommage, mais c'est pas grave. Mais non, il y a une éducation qui manque de ce point de vue, je trouve. Oula, vous prêchez une convaincue. Gaëlle, je vous laisse conclure votre témoignage. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui vous écoutent ?
Que justement, d'où l'intérêt de la communication, parce que, moi, par exemple, ça fait 32 ans que je suis avec mon mari, c'est évolutif, quoi, par rapport à mon en tant qu'homme, c'est que évolutif, et que si on va dans la communication... Vous avez mis moins de gymnastique et un peu plus de sacré. Voilà, votre corps est un temple. Le corps de votre conjoint est un temple. C'est la rencontre de ces deux dômes, ça fait une cathédrale. Voilà. Dites donc, hein, on a bouclé la boucle, hein, Jean-Charles Bouchou, je crois, n'est-ce pas, Gaëlle? Parfait, oui. Et merci de votre bonne humeur. Et puis je suis toujours heureuse d'entendre des couples qui durent depuis tant d'années, qui vont bien et qui sont encore dans la sexualité. Ça me fait toujours beaucoup de bien. Merci beaucoup, Gaëlle. Jean-Charles Bouchou, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les violences invisibles, aux éditions Le Courrier du Livre. Vous exercez à Montpellier, mais on peut vous appeler. Vous faites aussi des consultations par téléphone. Et puis, n'hésitez pas, le dernier magazine Infinité qui sort en ce moment, avec un grand article sur les pervers narcissiques. Écrit par Natacha Lecourtois, oui, qui a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Absolument. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan et nous serons lundi avec Arnaud Gallet. On abordera un sujet difficile, le parcours de l'enfant abusé jusqu'aux militants contre la pédocriminalité, et on en parlera évidemment avec de nombreux témoignages.